Donc c'est la lecture linéaire 4, Imaginons par Frédéric Brown. Donc on commence dans l'introduction par présenter l'auteur, Frédéric Brown, que voici. Ensuite, donc, on peut parler de Frédéric Brown, 1906-1972. Il a écrit dans des pulps, des revues de science-fiction populaires à fort tirage, et il a aussi publié dans Playboy. La plupart de ses nouvelles font moins de 1000 mots, parfois moins de 500. C'est le maître de l'humour noir, de l'absurde et du suspense. Ses œuvres célèbres, c'est Martien Go Home, 1955, Lune de miel en enfer, 1958, Fantôme et farfafouille, de 1963. Voici Martien Go Home, Lune de miel en enfer, et Fantôme et farfafouille. Bon, c'est juste pour montrer un peu les couvertures. Il écrit dans des pulps, donc effectivement c'est des revues populaires à fort tirage, et ça a donné d'ailleurs le film Pulp Fiction, ça a inspiré le film Pulp Fiction, des petites histoires policières ou de science-fiction. Donc pour la présentation de l'extrait, donc ce texte est une nouvelle très courte, simplement intitulée Imaginons. Plutôt que nouvelle, on pourrait dire un texte argumentatif, démonstration, puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire. L'auteur nous prend par la main pour nous faire imaginer d'une part des créatures et des univers imaginaires, d'autre part notre réalité, celle dans laquelle nous vivons, qui est presque impossible à imaginer. La problématique, comment l'auteur s'y prend-il pour nous faire prendre conscience de notre condition? Au niveau du plan, on a deux mouvements dans le texte. De la ligne 1 à 11, c'est des choses faciles à imaginer, les mondes imaginaires. De la ligne 12 à la fin, des choses difficiles à imaginer, c'est le monde réel. Donc la première partie, des choses faciles à imaginer, les mondes imaginaires. Au niveau de la structure, on remarque que chaque phrase est courte. En général, pas plus d'une proposition par phrase. C'est une phrase simple, et même des phrases sans verbe au paragraphe 3, 4, 5. Et que chaque paragraphe est court. Cela est fait pour laisser le temps au lecteur d'imaginer pas à pas chaque chose qu'il est invité à visualiser. On a tout d'abord des images religieuses et folkloriques, c'est le paragraphe 1 à 5, avec le terme d'imaginons, imaginons avec la variante imaginée, ça revient en un effort 8 fois dans le texte, à chaque fois en tête de paragraphe. Ça crée comme un refrain, une scansion, un effet presque hypnotique. Le verbe est à l'impératif, à la première personne du pluriel, de nous. Je vais y arriver. L'auteur s'adresse au lecteur en l'incluant dans sa réflexion. Donc c'est un texte très particulier qui va chercher la participation du lecteur. Ça c'est important de le souligner. Dieux et démons, des enfers et des paradis, anges et harpies. Donc là effectivement on a tout un jeu d'antithèses pour montrer qu'on peut imaginer sans problème des images contraires qui sont convoquées deux par deux. Dieux, démons, enfers, paradis, anges, harpies. Enfer et paradis, des villes flottant dans les cieux et des villes englouties sous la mer. Ici on a affaire à des antithèses. On a une sorte de chiasme, enfer, paradis, cieux, engloutis. Enfer renvoie englouti et paradis renvoie à cieux. L'auteur donne de l'ampleur à ces rêveries en nous demandant d'imaginer selon un axe vertical, de bas en haut, puis de haut en bas, finalement. Enfer, paradis, de bas en haut, et de haut en bas, des villes qui flottent dans les cieux et des villes englouties sous la mer. Fantôme, englouti, ange, charme, esprit. On a le champ lexical de l'invisible. L'homme est capable d'imaginer même l'invisible finalement, même des choses qui n'ont pas de réalité visible. On a beaucoup de pluriels. Dans cette première partie, tous les noms sont au pluriel. L'auteur veut nous donner une idée de nombre infini, de multitude impossible à dénombrer. Dieu, démon, enfer, paradis, ange, esprit démoniaque. On a tout le champ lexical de la religion. Dans notre imaginaire, le monde se divise facilement entre le bien et le mal. Les villes flottant dans les cieux sont à prendre soit comme une pure imagination de science-fiction, à la guerre des étoiles, ou je sais pas trop quoi, enfin des villes qui flottent, ultra technologiques, ou de manière plus religieuse, une préfiguration de la Jérusalem céleste, décrite par saint Augustin, effectivement la Jérusalem du ciel. On a des licornes, centaures, djinns, farfadets, harpies, tout ça c'est le champ lexical des créatures folkloriques. On a la mythologie grecque avec les centaures et les harpies, arabes, djinns, celtiques avec les farfadets et les licornes, et aussi les villes englouties, comme la légendaire ville d'Is. Brown mélange tout,
Aussi, il met tous ces éléments folkloriques à côté de notions plus religieuses comme enfer et paradis. Et finalement, peut se demander s'il n'y a pas une sorte de relativisation. Est-ce que le paradis et les anges ont la même réalité que les centaures et les licornes finalement? Il met tout au même niveau, donc c'est un peu surprenant. On a les charmes et incantations, esprits élémentaires, familiers démoniaques. On a là encore le champ lexical de la magie, de l'invisible. Brown demande d'imaginer l'invisible, ce qui pourrait sembler difficile, mais ce qui au fond est facile, parce que depuis très longtemps, on donne une forme à ce qui est invisible. Conclusion provisoire de l'auteur, hein. C'est facile à imaginer, repris en anaphore ligne 7 et ligne 9, c'est une intervention directe de l'auteur. Le lecteur a réussi à passer le premier test, des choses a priori difficiles à imaginer se sont révélées familières. Depuis des millénaires, c'est un pluriel indéfini, c'est un chiffre qui renvoie aux origines de l'humanité. On a le recensement du terme imaginer, imagine, imaginer dans cette phrase, hein. Imaginer, c'est facile, imaginant, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un polyptote, donc la déclinaison d'un mot, enfin, d'une même racine de mots, sous différentes formes. Imaginer, imagine, imaginer. Choses de l'avenir, donc ça c'est le paragraphe 6 et 7. Là j'ai mis une petite photo de vintage, de science-fiction vintage. Imaginer des astronautes et l'avenir. Alors ici on a un attelage, ou on peut aussi appeler ça un zeugme, ou même un zeugma. Ça crée un effet de surprise. On bascule d'un coup dans la science-fiction. La science-fiction qui est un genre coutumier de parents. C'est facile à imaginer, l'avenir approche et il sera rempli d'astronefs. On a une reprise en anaphore du c'est facile à imaginer. On était tourné vers le passé ou le folklore. Maintenant, Brand ouvre l'imaginaire à l'avenir. On a un passage au futur, sera, qui exprime la certitude. Ce monde imaginaire bientôt réel, on le sent à portée de main. L'avenir approche. Ça, c'est une expression qui indique cela. Il y a un point de bascule, hein, dans le paragraphe 8 et 9 qui intervient, c'est y a-t-il quelque chose qui soit difficile à imaginer? Alors là, c'est une sorte de petite question de transition. Jusqu'ici, le lecteur a réussi sans problème le petit exercice mental proposé par Brand. Mais là, effectivement, ça commence à devenir plus difficile. Et on insiste sur le mot difficile en le mettant en italique. Et on s'adresse directement au lecteur avec une question ouverte. Il est prié d'imaginer de lui-même quelque chose de difficile à imaginer. Paragraphe 9, oui, bien sûr. Donc phrase et paragraphe extrêmement courts, de 3 mots. Et finalement, Brand crée un effet d'attente. On se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui est vraiment difficile à imaginer? Et donc, du coup, c'est la deuxième grande partie du texte. C'est des choses difficiles à imaginer. C'est le monde réel, finalement, est difficile à imaginer. Au niveau de la structure, on remarque que chaque phrase est plus longue, plus rhétorique qu'avant. On essaie de nous faire voir une réalité plus complexe que prévu. Une réalité paradoxale. L'homme est seul dans la matière, ça c'est paragraphe 10. Alors imaginez un peu de matière. Un peu de matière, bon, ça c'est flou en fait, hein. Matière, c'est un pantonyme. C'est quoi un pantonyme? C'est truc, chose, monde, être, univers. C'est-à-dire un terme qui a une notion extrêmement large, qui renvoie à une idée extrêmement large, extrêmement large, qui peut désigner énormément de choses. Bah, l'ironie, c'est pas un petit peu de matière qu'il y a dans le monde, c'est beaucoup finalement. Un peu de matière, il y a une sorte de décalage quand Brand dit ça. Et d'un seul coup, on passe des pluriels, enfer, paradis, ville, ange, etc., à un singulier, matière, et en petite quantité, avec la locution adverbiale, un peu de. On a une grande phrase, ligne 14 et 17, avec 5 fois vous. On a l'adresse au lecteur, et toujours l'implication. On a la surprise du lecteur de se retrouver aussi profondément impliqué dans le texte. C'est une sorte de coup de théâtre. Le texte a l'air de se retourner contre le lecteur en le mettant en scène comme ça. Vous qui avez conscience d'exister, vous qui pensez, savez donc que vous existez. Là, c'est peut-être une référence au cogito de Descartes. Vous verrez ça en philo, en terminale. La célèbre phrase "Je pense donc je suis". Si on a conscience d'exister, c'est là donc, enfin, si on pense, ça veut dire qu'on existe. Euh, la répétition d'exister, et on a aussi le champ lexical de la conscience. Conscience, pensée, savez. Est-ce que Brand est un existentialiste finalement? On peut se poser la question, hein, dans le rôle de la conscience de soi dans le monde.
Avec vous enfermé dedans, vous qui avez conscience d'exister, qui pensez et savez donc que vous existez, vous qui êtes capable de faire remuer la matière dans laquelle vous êtes, de la faire dormir et s'éveiller, de lui faire l'amour et de monter les côtes. Phrase vraiment plus longue, qui est conçue un peu comme pour étourdir le lecteur. Il ne s'agit pas d'imaginer autre chose, il s'agit de s'imaginer soi-même, d'un point de vue neuf, de l'extérieur en quelque sorte. Donc la matière est vue comme un tout indifférencié, que ce soit humain, de soi, donc soi-même, hein, dormir, s'éveiller, ou d'autrui, lui faire l'amour ou les objets, les côtes. On est sorte de dégradation dans cette phrase. On passe de soi, vous, à quelqu'un d'autre, lui, puis avec un objet, les côtes. Finalement, que la matière soit un homme ou une chose, c'est la même chose. C'est juste un peu de matière, que ce soit vous-même, quelqu'un d'autre ou un objet. On peut se demander si Brown est matérialiste aussi. Enfermé dedans, la matière dans laquelle vous êtes, c'est le champ lexical de l'enfermement. Le piège se referme sur le lecteur, on n'est plus dans les possibilités infinies de l'imaginaire, mais dans la réduction des possibilités. On n'est pas dans l'ouverture, mais finalement la fermeture sur soi. L'homme est seul dans le cosmos, ça c'est du paragraphe 11 à la fin. La structure à la fin du texte, on passe d'un univers à milliards de milliards de milliards de soleils, à un de ces soleils, à boule debout, à vous debout. L'auteur procède à une sorte de vertigineux zoom en avant, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, c'est vous, debout. Alors, généralement, quand on est debout, on a l'impression d'être grand, mais même debout, c'est déjà infiniment petit. Imaginez un univers, infini ou non, comme il vous plaira de vous le figurer. Bon, là, il y a une adresse ironique au lecteur. Ah oui, oui, vous êtes totalement libre d'imaginer un univers fini ou infini. Bah ouais, mais comme si c'était quelque chose de facile ou de faisable. Finalement, il se moque un peu, parce que c'est pas possible d'imaginer un univers infini. Et même un univers fini. C'est beaucoup trop grand. Avec un milliard de milliards de milliards de soleils pour le constituer, on a une répétition quand même 3 fois de milliards. C'est un chiffre hyperbolique, pour montrer que c'est impossible à imaginer. Impossible. Imaginez une boule de boue qui tourne comme une folle autour d'un de ces soleils. Alors on a une périphrase dépréciative, boule de boue, hein, qui désigne la Terre. C'est quand même pas très élogieux. On a un lexique dépréciatif, on a la boule de boue comme une folle. Tout ça c'est une comparaison dépréciative. Péjorative, hein, ça veut dire. La boule de boue, ça rejoint l'idée de matière pour désigner l'ensemble de la réalité. Et on a encore, imaginez-vous debout sur cette boule de boue, tournant avec elle, tournant dans le temps et l'espace vers une destination inconnue. On a la reprise de la syllabe boue dans la traduction française, de boue, boule, boue. Alors c'est dans la traduction française évidemment, bon le texte ayant été écrit en anglais, c'est pas du tout la même chose, mais bon, en tout cas le traducteur français a insisté sur cette syllabe pour bien insister lourdement. On a la répétition de tournant, ça donne le tournis, hein. L'idée que l'homme et la planète ont le même destin, c'est-à-dire on se dirige vers une destination inconnue. C'est la perte de contrôle, hein. On peut que se laisser porter par le mouvement euh, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Inconnu, infini, on a évidemment le champ lexical de l'infini, avec le suffixe privatif un, c'est-à-dire le suffixe négatif un. Ce sont des choses qui sont foncièrement inimaginables. Donc au dernier paragraphe, imaginez-le. C'est un paragraphe extrêmement court, ça fait 2 mots. C'est une injonction au lecteur qui est laissé face à lui-même. Ce dernier ordre sonne comme un défi. Tu peux l'imaginer? Est-ce que tu peux l'imaginer? Oses-tu l'imaginer? Mais en même temps, il demande d'imaginer ce qui existe déjà, la réalité que nous vivons. Donc c'est une sorte de paradoxe. Imaginer la réalité. La conclusion, donc la nouvelle se présente comme un exercice mental qui petit à petit se transforme en piège pour le lecteur, qui se retrouve enfermé dans la nouvelle. Alors finalement, la nouvelle parle de lui au final, hein, et de toute l'humanité. La première partie, c'est la partie facile, ça permet d'imaginer quelque chose avec un mouvement vers l'extérieur. Le deuxième mouvement, la partie difficile, c'est réaliser ce qu'on est réellement. Il est impossible d'imaginer ce que l'on est réellement, sa place dans l'imaginaire, c'est ce qu'essaye d'expliquer Brown. Brown, il veut donner le vertige à son lecteur et il fait preuve d'une sorte de pessimisme malicieux. C'est-à-dire qu'à la fois c'est triste comme histoire, mais en même temps il s'amuse avec le lecteur. Donc il fait preuve d'une sorte de pessimisme malicieux quant à la vraie place de l'homme dans l'univers. Alors il y a une ouverture, bon elle est peut-être un peu compliquée, mais bon, sur Pascal. Finalement, Pascal c'est un moraliste du XVIIe siècle, donc c'est quand même 2 siècles avant Brand. Qui a dit cette phrase qui est assez célèbre: le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Effectivement, il y a cette même sidération pour un monde
gigantesque. Mais alors lui, il n'est pas dans une perspective matérialiste ou nihiliste, il est plutôt dans une perspective religieuse. La conclusion, diamétralement opposée à celle de Brand, est que face à la petitesse de l'homme, il n'y a d'autre choix que de se convertir à Dieu. Finalement, c'est la même constatation, mais c'est deux conclusions différentes pour deux textes assez classiques. Voilà.